cette sensation de changer de planète, quoi, de partir complètement dans un autre univers. Il se passe plusieurs choses dans le corps en fait qui nous rappellent nos réflexes de mammifères marins. L'apnée en profondeur, c'est vraiment quelque chose. Il y a tout qui se déconnecte. Donc une vraie passion quand même. Voilà, donc le vendredi soir, quand j'avais fini toute ma semaine, je prenais ma Kangoo et je faisais les 6 heures de route. Oh mon Dieu. Et je pense que pour faire de son mieux, il faut aller voir les meilleurs et puis leur demander comment ils font. Non, il n'y a personne pour vous aider? Non. En cas de problème? Non. Je suis en train de me dire que si je réussis ma plongée, je suis champion de France. Pour un coup d'essai, ce pour serait un coup de maître. Bon, j'adore en fait être dans l'eau. Dès que je suis dans l'eau, j'ai le stress qui part assez vite. Ça, c'est un coup du destin. C'est un signe. Et si t'y vas pas là, t'y iras jamais. Bah oui. Bonjour, au revoir. Voilà. Allez, on y va. Merci Michel. Let's go. Je crois qu'on y va là. Lorsqu'on parle d'apnée, on pense rapidement au film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Jacques Mayol, Enzo Molinari, Johanna Baker et surtout à la quête d'absolu de Jacques. Mon invité du jour est originaire d'Annecy. Il y a 5 ans, il décide de tout plaquer pour vivre de sa passion, l'apnée. Rapidement, il devient instructeur et participe à ses premières compétitions en 2017. 1 an plus tard, il devient champion de France d'apnée en profondeur, en monopalme. C'est extrêmement précis, hein. Mais peut-on vivre de sa passion ? L'homme est-il fait pour ne pas respirer ? Plus de 100 mètres sous l'eau, c'est profond quand même. Les sirènes existent-elles ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, je reçois aujourd'hui dans Chablaisien le podcast, ou plutôt je vais à la rencontre aujourd'hui d'Eddy Lafin. Bonjour Eddy. Bonjour Michel. Il y a des questions là. Hein. Fais rire. Hein. J'ai vu que tu avais bien bossé. J'ai bossé mon sujet. Voilà, tu vois, pour moi, l'apnée, c'est le Grand Bleu. Alors, évidemment, ceci est dit sous le ton de la plaisanterie, tu l'as bien compris. C'est extrêmement surprenant. C'est très récent, cette passion pour l'apnée. Comment ça arrive, ça ? Bon, j'ai toujours fait de l'apnée petit dans les piscines ou à la mer avec mes parents. Mais c'est vrai que j'ai mis un moment avant de me lancer à fond dedans. Et bon, j'ai toujours aimé l'eau, hein, aussi loin que je me rappelle. Ouais. Et voilà, il y a un moment où je suis passé... en fait, je suis parti avec des amis faire le tour de Corse en voilier. Et on descendait de plus en plus profond. Et on s'est retrouvés à un moment donné à descendre un peu plus de 20 mètres. Avec un autre copain. Et puis bon, on s'est regardé en se disant que ça commençait à être un peu dangereux ce qu'on faisait. Donc 20 mètres snorkeling, quoi. Ouais, exactement. Juste avec un masque et un tuba, quoi. Voilà. Ah ouais. Et là, je me suis dit, on s'est dit avec mon copain, faut peut-être qu'on commence quand même à faire attention. Et donc là, je suis allé faire une formation. Et voilà. Ça existe. Ça existe. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, c'est moi qui fais passer les formations. ouais. Mais voilà, et puis en fait, j'ai fait cette formation et depuis, je me suis plus jamais arrêté, quoi. Et parce que ton parcours, il démarre par un parcours classique, j'imagine. Enfin, au départ, l'école, tout ça, tu te destines à quoi ? Être marketeur Ouais, je fais... École de commerce ? Non, j'en sais rien. Ça, c'est une bonne question. Non, mais oui, qu'est-ce que tu as fait auparavant ? Moi, je fais un bac mécanique, bac STI mécanique productique. Ah oui, donc tu aurais dû aller bosser chez Nicomatic, en gros. Ouais, c'est ça. En fait, ça me plaisait pas vraiment. Après, j'ai fait un BTS commerce, management des unités commerciales. Le fameux MUC. Le fameux MUC. Il y a eu un petit problème dans l'entreprise où je travaillais avec mon patron qui au final a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un stagiaire. C'était un peu... D'un alternant, ok, voilà, super. Exactement, mais j'aimais beaucoup l'alternance parce que moi j'ai tout de suite voulu travailler. Oui. Non, mais c'est une bonne façon de progresser et d'apprendre. Hein. Moi, j'aime beaucoup le concret. Et puis j'étais entraîneur de tennis de table bénévole dans mon club de tennis de table dans lequel je jouais depuis déjà un bon petit moment. Et c'était à l'époque des emplois jeunes. Et là, ils ont décidé de me faire passer. Ils m'ont dit, si tu veux, on te paye ton diplôme et on t'embauche derrière. Donc, je me suis retrouvé entraîneur de tennis de table. Ah bah voilà. Bah oui, écoute.
Voilà, c'est un métier qui m'a toujours passionné. Et puis maintenant. Alors, au-delà du tennis de table, il y a le fait d'apprendre aux autres. Ouais, la péda, c'était un truc, je sais pas, j'ai tout de suite accroché là-dessus. Même quand j'avais 15-16 ans, que je donnais mes premiers cours pour aider le club, c'est quelque chose qui me passionnait. Ouais. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis, je donne encore quelques cours par semaine. De tennis de table. De tennis de table à Genève maintenant. Ouais. Mais voilà. Donc ça, c'était un peu mon parcours. Bah écoute, il est surprenant. C'est assez surprenant. Ouais, il est surprenant parce que à quel moment on passe de tennis de table à apnéiste. Bon, tu l'as dit, hein, tu as toujours aimé ça. Alors, quand tu étais enfant à la piscine, ça se traduisait comment? Avec les copains? Celui qui reste le plus sous l'eau, quoi. Exactement, le petit concours de savoir qui est-ce qui va rester le plus longtemps, le plus d'aller-retour dans la piscine. Sans respirer, exactement. Des trucs que tous les parents aiment, tu sais. Voilà. Mais j'ai le souvenir de ma grand-mère qui me chronométrait. Ah, quand même, la grand-mère, elle était dans le truc, quoi. Et donc finalement, ta grand-mère qui te chronométrait, est-ce que tu as démontré déjà à cet âge-là, tout jeune, des qualités pour ça Pas vraiment, je suis pas sûr que j'étais... Non. On était avec les copains, on était toujours 2-3 à se tirer la bourre, non, j'avais pas, je pense... Il n'y avait rien de remarquable à l'époque, quoi. Non, pas vraiment. En plus, tu gagnais jamais le concours, j'imagine. Bah, c'était serré. Et donc tout ça se passe à Annecy, hein. Je l'ai dit, t'es Annécien de dans la banlieue d'Annecy. Dans la banlieue, voilà, attention, là. Dans le ghetto ou Annecy-le-Vieux ou... C'était vers Pringy. Pringy, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Non, mais bien sûr. Donc, voilà, une jeunesse annécienne, banlieusarde annécienne qui se passe bien, et tu te retrouves donc prof de tennis de table. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire ping-pong? Tiens, ça c'est une question. Ouais, on dit... Moi, ça me dérange pas, mais il y en a que ça dérange un peu plus. On dit ping. Ouais. Ping. Ah ouais. Ping ou tennis de table. Alors ping, c'est un terme d'informaticien aussi, ça, tu sais? Ah non, je savais pas. Ah si, on vérifie toujours si un serveur ping. Ah, tu lui envoies un truc et il te renvoie une réponse. S'il renvoie pas une réponse, c'est très mauvais. D'accord, ça veut dire que tout est par terre. D'accord, je connaissais pas. Ben voilà, tu vois, on s'apprend des trucs mutuellement. Et donc il y a ce tour de Corse là à la voile, et ça c'est sympa à faire. Ouais, c'était génial, une expérience extraordinaire. Et là tu te dis finalement l'appel du. Mais qu'est-ce qui te fascine dans ce fait de descendre à 20 mètres déjà avec ton copain sans aucune compétence et sans aucune connaissance du milieu? Vous avez quand même été raisonnable, tu l'as dit tout à l'heure. On s'est dit que 20 mètres, c'était peut-être... Mais qu'est-ce qui t'attire vers ça, à un moment donné? C'est une très bonne question. Non, il y a ce côté... Il y a ce côté qui est très, très grisant de descendre en profondeur. Il y a la pression qui arrive. Et puis, c'est un peu comme si tout s'arrêtait. C'est un petit peu comme... c'est quelque chose à la fois de très réconfortant, mais de... c'est assez dur à expliquer. C'est une sensation qui est pas facile à expliquer, mais voilà, en tout cas, beaucoup de plaisir à descendre en profondeur et découvrir cet univers, cette sensation qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc après, en passant ces diplômes d'instructeur, j'ai compris un petit peu les choses, pourquoi il se passait ça. Mais... Pardon, mais entre le moment où tu te dis ça me plaît bien, tu es encore sur le bateau, et le moment où tu passes, où tu te renseignes pour passer un diplôme ou pour aller plus loin, il se passe combien de temps? C'est assez rapide? Il s'est passé quelques années quand même. Ah quand même, ouais, il s'est passé quelques années. Il s'est passé quelques années, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait entre les deux? C'est encore une bonne question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de motocross. Beaucoup de motos avec mes copains et puis un peu de motocross. D'accord. Et après, j'ai fait du parachutisme. Ah oui. Voilà. Ah donc t'es quand même multi. Ouais, j'ai fait pas mal éclectique. de trucs. Et motocross en compétition aussi? Non, c'était plutôt de la rando dans les bois. Celui qui vient t'embêter quand t'es en train de courir le dimanche matin avec sa moto, c'est ça? C'était moi. C'était toi. Donc moto et puis parachutisme aussi dans la région. Ouais, j'ai fait pas mal de parachutisme. Ouais. Donc t'as fait les 100 sauts? Ouais, j'étais à 199 sauts exactement. Ah oui.
Ouais, moi, j'en ai fait une fois, donc en chute libre, en tandem. En tandem. Ouais. Une expérience. Alors c'est pareil, enfin, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est formidable, hein. Non, c'est formidable. Mais c'est marrant, une fois atterri, j'avais plus envie de recommencer. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à recommencer en gros? Non, t'aimes les sensations finalement. Enfin... Ouais, c'est un peu le dépassement de soi et puis la curiosité, la découverte. Faire du parachutisme, c'est se piloter dans les airs. Donc on pilote plus de moto, on se pilote soi. Son corps. À 300 à l'heure. Voilà, entre 200 et 280, 300. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, et puis c'est jeter d'un avion qui est à 4000 mètres à 130 km/h. Enfin, c'est... Ouais, faut le faire. Hein. Ouais. Ouais, c'était donc presque 200 sauts, t'as atteint un niveau quand même. Oui, j'avais fait un peu de wingsuit aussi. Ah, le fameux là. Alors pas en base jump, mais depuis l'avion. Depuis l'avion, ouais. Ouais, donc toujours plus quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. et donc dans ces deux années là qui séparent la Corse de ton vrai début en apnée. Donc tu fais tout ça. Et qu'est-ce qui te ramène vers l'apnée alors à ce moment-là? J'ai tout de suite senti que c'était mon truc, quoi. J'adorais, j'aime tous les sports. Je pense que tu l'as compris. Là, on l'a bien compris. Mais je sais pas, l'apnée, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette plénitude, cette sensation de changer de planète, quoi, de partir complètement dans un autre univers. Et puis au début, j'étais là, bon, j'aimerais bien descendre à 30 mètres, j'aimerais bien. Après, j'ai fait ce stage, puis je me suis dit, bon, je pense que je peux descendre à 50 mètres, ça serait extraordinaire. Ouais, donc tu te challenges sans arrêt. Voilà, et puis je me dis, bah ouais, 50 mètres, ça va être plus de pression, ça va être plus sombre, ça va être plus. Enfin voilà, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer. Mm-hmm. Et en fait, je me suis entraîné vraiment à fond. Et je me suis retrouvé très vite à 50 mètres. Et là, je me suis dit, bon, bah, voilà, peut-être que je peux aller chercher un 60, 70 mètres. Et quand on commence comme ça l'apnée, tu dis, je me suis entraîné à fond. Donc, j'imagine que quand tu te formes, on t'explique la physiologie, j'imagine. Comment est-ce qu'on respire, des choses comme ça. Mais on s'entraîne en extérieur, dans un lac ou dans une piscine, ça se passe comment? Enfin, ça se passe comment? Moi, j'ai fait... J'aime bien... Je suis assez curieux, j'aime bien tout de suite me renseigner, voir tout ce qui est possible de faire. Donc, en fait, on peut s'entraîner en statique sur un canapé. On peut s'entraîner dans une piscine en rejoignant un club, bien sûr. En statique sur un canapé, jamais d'apnée seul. Tu t'allonges sur un canapé, tu respires plus. Tu te mets sur ton canapé, tu respires plus pendant un certain temps. Ensuite, tu respires et puis tu alternes comme ça. Tu commences comme ça. Comme on pourrait faire du fractionné en course à pied. Oui. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Oui, ça me parle. Et puis voilà, il y a ce qu'on appelle des espèces de tables. Tu prends ton max que tu es capable de faire, tu prends un pourcentage de ton max et tu te mets à 20 secondes, on va dire, par exemple, tu fais 70% de ton max et tu te mets 1 minute entre chaque apnée et tu essaies de faire ça 10 fois. D'accord. Voilà. Ouais. Comme ça, on démarre petitement comme ça. Exactement. Après, je me suis assez vite renseigné. Bon, il y a quand même Internet, il y a plein de choses. J'ai fait un workshop, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un workshop avec Herbert Nietzsche, qui est la personne qui est descendue le plus profond au monde. Il est descendu à 256 mètres en no limit. Donc j'ai chopé des billes de ce mec-là via une autre personne. Je me suis rapproché de Stéphane, qui maintenant est un copain. Stéphane Toureau, qui en fait à l'époque venait d'avoir son titre de vice-champion du monde. D'accord. Et moi je suis arrivé à ce moment-là en fait, donc je l'ai tout de suite contacté, j'ai posé plein de questions, il m'a expliqué comment planifier. Ah ouais. Donc la planif c'est quelque chose qui me parle parce que je faisais déjà ça avant pour mes jeunes et puis c'est quelque chose que je connaissais, donc j'ai tout de suite planifié les choses. Je suis allé m'inscrire dans 2 clubs, un à Annecy, un à Genève. Ah oui. Après j'allais plonger en lac avec d'autres personnes, même l'hiver. Donc dans le lac Léman? Dans le lac Léman, dans le lac d'Annecy, ouais, les 2. Et ça doit être sombre un peu le lac Léman, non? Oui et non, c'est sûr que c'est pas les Caraïbes. Ah bah non.
Mais c'est assez sombre. C'est un peu plus vert, c'est verdâtre un peu, et c'est sombre. Mais tu retrouves quand même cette émotion Ouais, même justement parfois plus. Parce que c'est plus froid, c'est plus sombre, donc tu es encore plus à l'intérieur de toi. Tu es encore plus relâché, tu es encore plus à l'écoute de ton corps. Et tu dis à l'intérieur de toi, donc c'est une sorte de méditation, l'apnée aussi. Ouais, exactement. C'est une méditation, j'aime bien dire ça aux élèves, un peu une méditation en accéléré. Ah oui. Descendre à 10-15 mètres, quand on y arrive, ça prend 1 minute, 1 minute 30. Descendre à 10-15 mètres et remonter, si on est bien relâché, qu'on fait bien les choses comme il faut, ça correspond quasiment à une méditation de 15-20 minutes. Ah oui, ouais. On arrive, le corps se met vraiment en mode apnée, mode méditation. Mmh. Et du coup, la fréquence cardiaque diminue. Exactement, exactement. Il y a plein de... c'est assez technique, mais il se passe plusieurs choses dans le corps en fait, qui nous rappellent nos réflexes de mammifères marins. Et en fait, il y a tout qui se met en place pour que notre corps se prépare à faire une apnée et se mette en mode en fait économie. Ok, économie d'énergie. Économie d'énergie, économie d'énergie, économie d'oxygène. Et en fait, ça revient à être un peu dans un état méditatif. Mmh. Et voilà, c'est ça qui est, je pense, une des raisons pour laquelle j'ai adoré ce sport. Tu adores ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction humoristique. C'est la quête d'absolu de Jacques Mayol dans le film Le Grand Bleu. À un moment donné, il finit par... je ne vais pas spoiler le film puisqu'il est très ancien et que tout le monde l'aura vu, mais voilà, il finit par descendre et ne plus remonter, quoi. Ouais, alors voilà, c'est romantique, hein, voilà, d'accord. C'est bien romancé, mais l'envie de pas remonter au fond, c'est un petit peu aussi, c'est un petit peu amplifié. Oui. On a quand même envie de remonter quand on est au fond, mais il y a une sensation de bien-être et de, je pense, plénitude. C'est vraiment c'est le mot. C'est le mot. Ouais. On peut pas penser quand on est en train de descendre ou quand on est au fond à d'autres choses. La méditation, c'est ça, c'est se concentrer sur une chose instant et essayer, présent. Voilà, et de plus avoir tout ce mécanisme de cerveau qui est toujours en train de calculer, de nous envoyer plein d'informations. Et en profondeur, j'ai jamais eu ces parasites. T'as jamais pensé à ta liste de courses? Jamais. Et j'ai oublié le pain. Jamais. Je cours, je fais pas mal de sport, mais c'est vrai que quand tu cours, bon, bah, des fois, tu es sur ta foulée, des fois, tu es sur ta respiration. Il y a un peu ça quand même déjà. Il y a un peu ça, mais il y a quand même des moments où ça vient, puis ça traverse, et puis tu réfléchis à plein de choses. Voilà. L'apnée en profondeur, c'est vraiment quelque chose... Il y a tout qui se déconnecte. Et c'est ça que tu aimes, toi? Ouais, il y a ça, puis après, il y a plein d'autres choses. Après, il y a aussi la profondeur, il y a le... Oui, parce que tu l'as dit au début, pour démarrer, voilà, on peut faire sur son canapé. Bon, là, c'est qu'une question de souffle. Là, c'est moins fun. Ouais, non, j'ai compris. Mais c'est qu'une question de souffle. On ne ressent pas cette histoire de pression. Après, tu l'as dit, on peut faire en piscine, mais en piscine, à fleur d'eau, quoi. Au ras de l'eau, comme dans une baignoire, finalement. Mais là, c'est pareil. On ne ressent pas la pression. On ne ressent pas la pression, non, effectivement. Par contre, il existe, alors moi je ne sais pas, parce que je suis pas, moi je suis un peu comme un chat, moi. L'eau, tu vois, c'est pas mon élément, mais j'ai vu ça, et d'ailleurs j'invite tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à te rejoindre sur ton compte Instagram. Il y a de très belles photos, Eddy Lafin sur Instagram, vous cherchez, vous allez trouver tout de suite, il y a de très belles photos, et j'ai vu des piscines, alors raconte-moi ça, avec des espèces de fosses extrêmement profondes. J'ai l'impression que ça fait 500 mètres, mais c'est sans doute pas ça. Ça aussi, c'est pour l'entraînement aussi, c'est ça? Ouais, exactement. Ça permet de s'entraîner dans des périodes hivernales avec de l'eau chaude et de répéter pas mal de plongées, de travailler la technique et de répéter sans avoir froid, sans perdre trop de temps. On peut aller plonger en lac même l'hiver, mais là il faut te couvrir. Voilà, puis au bout de 3 plongées, il faut quand même sortir, ou 4, il faut sortir parce qu'il fait trop froid. Et puis la fosse, ça permet de répéter 15-20 plongées. Voilà, c'est un super outil. Et donc ces fosses, elles sont profondes comment? Alors, celle qui est à Nemo 33, là, qui fait 20 mètres de profondeur et 33 degrés,
Peut-être que ah ça ouais. te réconcilierait Ah, avec le... 33, Vincent, 33 degrés, ça nous chauffe, ça. Mais par contre, 33 mètres... 20 mètres de profondeur. 20 mètres, pardon. Ah oui. Voilà. Ouais. Et c'est où Nemo 33? C'est à Alors, Genève? c'est à la sortie des Loises, c'est à Ah non. une demi-heure, 40 minutes de Genève, ouais, Oui, direction d'accord. Bellegarde. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Près de la Plastic Valley. Possible. Oui, oui. Bah, après Bellegarde, c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la D'accord. plasturgie. Ok. Enfin, ok. échange de bons procédés et dit... Tu m'apprends des Tu choses. me donnes des J'ai compris. choses, je te donne des choses, c'est le principe, hein, quand même. Merci. D'accord, donc près des Loises, il y a Nemo 33. Donc, Voilà. Nemo, on voit pourquoi. Voilà. Et 33, parce que ça fait 33 degrés. Exactement. D'accord, et ça, c'est vraiment une base qui est réputée pour ça, pour l'entraînement? Ouais, ils étaient fermés pendant un moment et puis là, c'est quelque chose de super. Ouais. Pour les débutants, pour découvrir, c'est super. Et pour ceux qui veulent progresser, se préparer pour la saison estivale, c'est un très bon outil. D'accord, ouais, Ouais. oui, une bonne eau. Et là, toi, tu y vas souvent? Parce que ça se passe comment ta semaine d'entraînement, hein, en gros? Alors, Bon, là, je sais que tu es un peu malade aujourd'hui. voilà, c'est un petit peu. Ouais, là, c'est un pas petit la peu semaine. souffrant, mais c'est pas une bonne semaine, mais bon. Écoute, Je suis pas souffrant, mais je suis pas au meilleur de ma forme, on va dire. Alors, ça dépend si je suis proche d'une échéance ou loin d'une échéance. Mon échéance, c'est championnat de France et championnat du monde de profondeur. donc, Et ça, c'est en eau vive? voilà, Enfin, en extérieur, forcément. D'accord. Et ça se passe entre fin juin et mi-octobre à peu près. C'est durant l'été. Voilà. Mais tu n'as pas de date précise encore ou tu les as déjà? S'il y a tu déjà connais? fin Ouais. juin les championnats de France. Ce sera à Fréjus. Alors c'est à Saint-Raphaël. Nice, c'est tout le temps à Nice. Nice. Voilà, Nice. Nice. J'adore. Voilà, le championnat du monde, il y en a 2. Il y aura Par an? Cuba, ouais, parce qu'il y a 2 fédérations Ah, en apnée, c'est comme comme- dans certains comme la sports, boxe. comme en boxe, comme en vélo. Il y a, Mm. voilà, il y a plusieurs fédérations. Donc il y en a un à Cuba, il y en a un à Chypre, il me semble. D'accord. Et donc le top du top, c'est d'être champion dans les 2 fédés? Non, je sais pas. Le top du top, c'est déjà de faire un podium pour Mm. moi. Et puis oui, après, pourquoi pas aller chercher une médaille d'or. Ouais. Alors Ouais. les 2, ouais, c'est si possible. Ouais. Donc quand on est sur une période, je dirais, de compétition, Oui, donc du coup, plus on est proche des compétitions et plus on est dans du spécifique, c'est-à-dire que je vais faire 2, 3, 4 plongées profondes par semaine. tout de même. Voilà, et le reste du temps, je vais me reposer, je vais faire un petit tour de vélo, je vais aller nager un peu. Voilà, Donc ils tranquille. sont en parachute. Non, malheureusement. Un petit peu de je- ping-pong, tac, 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 tac. Un petit peu de ping, pardon. Non, mais si, pour les poignets, c'est bon ça, non? Ouais, là, le ping, c'est assez. C'est les réflexes? Ouais, et puis c'est très traumatisant comme sport. Oui, les chevilles. Ouais, les Mm. genoux, le dos. Puis Ah c'est oui. c'est quand même loin de l'apnée. Hein. C'est Ouais, c'est bah un oui, sport qui est c'est assez pour loin ça de que c'est l'apnée. étonnant, enfin, ton parcours à toi. Il est vraiment. Ouais. Et donc, tu dis, je fais 4 plongées profondes Ouais. par semaine. Pour la santé, c'est correct ou ça va ou... Ouais, il faut faire attention, ouais, ouais. Mais 4, c'est bien. Et est-ce que médicalement, tu es suivi plus que quelqu'un d'autre ou pas du tout? Ou tu te suis toi-même et tu écoutes Ouais. un peu ton corps ou... Alors, depuis cette année, l'apnée, enfin depuis l'année dernière, pardon, l'apnée est passée sport de haut niveau. Et donc, j'ai le statut de sportif de haut niveau. Ah, Donc, le statut de sportif de haut niveau, ça Ce ouvre des ce portes. qui t'incombe quand en fait tu vas en profondeur. Pardon. Pas mal. Donc ça t'ouvre des portes de ce Oui. statut-là. Et aussi, il y a des obligations comme faire des prises de sang, Ah oui, comme pour- se faire suivre. Là, je dois aller faire un électrocardiogramme, je dois faire un test d'effort, je dois aller voir Et ça, un c'est- cardiologue Ouais, aussi. et ça parce c'est la que- fédération française qui, voilà, qui impose organise ça. ça. Mais c'est bien. C'est Ah bien. oui, oui. Avant, je le faisais avec... je faisais juste un bilan sanguin et l'électrocardiogramme. Tu le faisais quand même de ton propre Bien chef. sûr, ouais. Ouais. Après, il faut un certificat médical, donc c'est obligatoire. Mais la prise de sang, c'est bien quand on commence à s'entraîner autant d'heures par semaine. C'est quand même bien d'avoir un suivi pour le faire ou enfin, s'il peut y avoir des Ouais, carences. voilà, il y a tout un spectre à analyser, j'imagine, Exactement. pour voir si tu es Exactement. en bonne forme, hein, mais Ça va. même malade, À même part souffrant. cette semaine, merci. Même souffrant, t'es mieux que moi, t'as vu? Comment ça se fait, ça? Et alors, tu démarres cette aventure de l'apnée et tu arrives assez vite à 50 mètres, tu l'as dit tout à l'heure.
Et comment est-ce que on passe de ouais, c'est bon, je suis allé à 50 mètres, youpi, à champion de France, parce que tu as été et que tu es. Comment on fait ça? Alors, après ces 50 mètres, je suis parti m'entraîner. En fait, je suis parti m'entraîner avec Stéphane en Égypte et je suis revenu. J'étais déjà un peu plus de 50 mètres. Mer Rouge. Exactement, Mer Rouge, côté Sinaï, Donc Dahab. en face de Hurghada alors. Au-dessus, ouais. Ouais, Voilà, enfin, alors ouais. de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, de quoi. l'autre En côté. face, ouais. En face, c'est en face de l'Arabie Saoudite, Ouais. exactement. Et donc, je rentre ici et je me dis, bon, bah, ça se passe super bien, ça me plaît encore plus et j'ai encore plus envie de passer du temps dans l'eau. Ouais. Donc, je vais m'entraîner, je descends dans le sud, à Nice, là où ça s'entraîne tout le temps. Voilà, et je progresse et j'arrive à... je crois qu'à la fin de l'été, je suis à 70 mètres, quelque chose comme ça. Et donc, la saison se termine et je me dis, bon, je suis à 70 mètres, j'ai vu que les gars qui étaient au championnat de France, qui faisaient les compètes, bah, ils étaient à peu près aux alentours de ces profondeurs-là. Bien sûr, les meilleurs étaient déjà à plus de 100 mètres. Oui, mais Mais je me dis, bon... t'étais voilà, pas dans la queue du peloton, quoi. Voilà, exactement. Et je me suis dit, bon, bah, ça peut être intéressant de voir, voir ce qui se passe dans ces compétitions. Et je me suis aussi dit, si un jour je veux performer en compétition, bah, ça serait bien déjà que j'y aille avec pas trop de pression, de voir un peu comment ça se passe, et puis après de me préparer, et puis voilà, de voir. Toujours dans ta planification plus ou moins précise, mais voilà. Tu te dis, bon, j'essaye un coup pour voir, quoi. Ouais, exactement. Mais par contre, il y a quand même une question qui me taraude. Tu dis, j'ai fait une saison, donc l'été, quoi. Hein. Je suis allé en Égypte, je suis resté un peu à Nice. Mais c'est un sport amateur. Comment est-ce tu avais un budget, t'as travaillé, le soir, tu avais travaillé dans les bars, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais vivre de sa passion, c'est passionnant. Mais... Alors, bah, moi, j'ai commencé comme je disais tout à l'heure, à travailler à 17 ans en alternance. Donc, voilà, jeune. Voilà, jeune. Et puis après, j'étais à plein temps, je me suis jamais arrêté, j'ai beaucoup bossé. Ouais. Et donc j'utilisais l'argent que je gagnais pour... Que tu avais gagné auparavant, que tu avais économisé. Exactement. Ouais, et puis mon hobby, c'était ça, quoi. Donc tu t'es offert tes premières saisons. Exactement. Ouais, j'avais une voiture de sport que j'aimais beaucoup. Je sais pas trop si on peut dire le nom, mais... Tu peux dire ce que tu veux. On va dire une voiture de sport que j'aimais beaucoup et que j'ai décidé de revendre. Ouais. Qui faisait quand même 300 chevaux, que j'ai décidé de revendre pour m'acheter un Kangoo. Et pour pouvoir dormir dans mon Kangoo, pour payer moins cher d'hôtel quand je descendais à Nice. Donc une vraie passion, quoi. Voilà, donc le vendredi soir, quand j'avais fini toute ma semaine, je prenais ma Kangoo et je faisais les 6 heures de route. Oh mon Dieu, Et si j'étais trop fatigué, je m'arrêtais, je dormais derrière. Et le matin, j'arrivais avec ma Kangoo et à 9h, j'étais sur le bateau et j'allais plonger. La van life avant l'heure, quoi. En gros. Voilà, c'était la Kangoo life. La Kangoo life, ouais. Ouais, mais Kangoo, tu prenais même pas l'autoroute, j'imagine. Trop cher. Ouais, non. Alors ça dépendait, mais quand je descendais le soir comme ça, je prenais l'autoroute. Mais sinon, je passais sur... Et à 9h du matin, tu étais sur le bateau. Et à 9h, j'étais sur le bateau. Et le dimanche après-midi, je reprenais ma voiture et je remontais. Et c'est où, là? C'est dans la baie de Villefranche? Exactement. Ouais, baie de Villefranche. C'est un super spot. Ouais, magnifique. Magnifique en plus, ouais. Ça valait le coup de se taper 6 heures de route en Kangoo. Je sais pas, mais enfin, moi je l'ai fait et ça me plaisait. Ouais. Et je l'ai fait beaucoup de fois. Ouais, des fois covoiturage, des fois avec des amis, des fois tout seul. Ouais, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un vrai engagement de ta part. Voilà, finalement, l'argent étant ce qu'il est. Et est-ce que ta voiture de 300 chevaux, tu l'as revendue cheval par cheval? Peut-être à gagner plus. Bref. Et du coup, toi, tu te dis, donc, après avoir passé toutes ces épreuves, avoir bouclé ta première saison un peu comme tu peux, mais tu te dis, bah, finalement, je suis dans le peloton, quoi. Je pourrais peut-être... je me suis dit, ça se tente, ça va être sympa de vivre, puis aussi d'être au contact des meilleurs, et puis de discuter avec eux, de leur poser des questions, de voir un peu comment ils s'entraînent. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que tu le dis depuis le début. Ouais, mais moi, je suis allé voir un tel, je vais poser des questions. Ouais, je pose des questions. C'est important ce que tu dis là. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond, en fait. Voilà, soit je le fais pas, soit je le fais à fond. Et là, je suis parti, donc je me suis dit, voilà, je mets...
Ouais, je fais le mieux que je peux. Et je pense que pour faire de son mieux, il faut aller voir les meilleurs et puis leur demander comment ils font. Exactement. Ça me paraît logique. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est important quand même comme message qui passe là. Ça veut dire, voilà, aller voir les meilleurs et puis Bien sûr. poser des questions. Donc Vincent, on te dérange? On peut te poser une question, s'il te plaît? Et il en sort quoi, Eddy, de ce premier championnat alors là, je pense que c'était le petit coup du destin parce que donc je vais sur ces championnats de France. Comme tu dis, je fais toute ma planification pour être en forme sur ces championnats de France. Normal, sportif. C'était un peu, voilà, puis c'était mon objectif de l'année. Oui. Et j'arrive à l'entraînement, je fais 85 mètres quand même. À l'entraînement, hein. À l'entraînement avant. Vu que c'est ma première compétition, on m'a bien conseillé de mettre moins pour enlever du stress, pour être sûr de réussir, etc. Donc j'annonce 81 mètres sur les championnats de France. Par contre, juste là, c'est pour que les gens qui nous écoutent se visualisent bien. Comment ça se passe? Il y a un bateau sur l'eau, évidemment, dans la baie de Villefranche ou ailleurs. Exactement. Et il y a quoi? Il y a une buse, comment ça s'appelle? Une gueuse? Alors, ou est-ce que toi, ton sport, c'est de descendre avec la palme et le long d'un câble, d'un fil d'Ariane, c'est ça? Pour ceux qui connaissent le Grand Bleu, c'est ce qu'on appelle du no limit, c'est-à-dire qu'on descend avec une gueuse, une luge, enfin un gros poids en fait sur lequel on est accroché, et quand on arrive en bas, on gonfle un ballon qui nous remonte. Voilà. Ça, c'est la discipline du Grand Bleu. Et ce que je fais moi, c'est du poids constant, c'est-à-dire que je dois descendre avec ma monopalme. Par tes propres moyens. Par mes propres moyens. Je mets autant de poids que je veux sur moi, mais j'ai pas le droit de les larguer au fond. Tu peux te lester autant que tu veux. Ah ouais. Tu prends un sandwich, une bouteille d'eau. On met plutôt du plomb, mais tu peux essayer avec une bouteille d'eau. Ah oui, d'eau. tu peux te mettre... Ouais, bien sûr. Ah oui. Le problème, c'est qu'une fois que tu arrives en bas, il faut remonter le poids que tu as utilisé pour descendre. Donc si tu mets beaucoup de poids, c'est très facile de descendre, mais c'est très dur de remonter. Plus dur de remonter. Si tu mets pas de poids du tout, c'est très dur de descendre et un peu plus facile de remonter. Et toi, tu optes pour quelle technique? Un peu comme tout le monde. Moi, je suis lesté, on va dire, à peu près normal. C'est-à-dire, neutre je suis neutre à peu près à 15 mètres. Voilà, à peu près. Ouais. Alors, je rajoute, bonne question, pardon, je rajoute 2 kilos. Ah oui, 2 kilos avec une combinaison qui fait quand même pas mal flotter. Ouais. Et les poumons pleins, donc à la surface, je flotte bien. Ouais. Des poumons pleins d'air. D'air, exactement. Tu rajoutes pas un produit. Non. Et donc 2 kilos de plus, voilà. Et ça te permet de descendre mieux. Voilà, c'est plus facile de descendre. Et après, je remonte avec ce poids. Oui, parce que tu ne peux pas le larguer Il est interdit de larguer le poids. Ouais. Et donc, harnaché comme ça, tu descends ce jour-là en qualification, même pas en entraînement. En entraînement à 85 mètres. Ouais, donc c'est un sport où il faut s'adapter. En fait, le corps doit s'adapter à la profondeur. Il faut vraiment y aller petit à petit, rajouter mètre par mètre. Que toutes les voyances soient au vert, que tout se passe bien dans une apnée, la répéter, augmenter doucement. On ne peut pas se dire « Ouais, j'ai fait 80 mètres, j'étais super bien, je vais faire 90 mètres. » On ne peut pas faire ça. 10 mètres d'un coup, c'est pas possible. Ça se fait pas. Donc ça veut dire... 2-3 mètres, parfois on répète même avant de faire... Ça veut dire que si tu arrives à l'entraînement à 85 mètres, potentiellement, le jour de la compétition, tu peux viser 87, quelque chose comme ça. Toi, je vois que t'es un gourmand, toi. Non, je sais pas. Alors, non, je sais pas, d'après ce que tu me dis. Oui, mais non. Oui, parce que le jour de la compétition, tu as du stress. D'accord. Que tu as moins à l'entraînement quand tu fais ton petit truc dans ton coin. Tu as du stress, il peut y avoir aussi des mauvaises conditions, on sait pas. Donc la plupart des gens, ils enlèvent un petit peu. Mais il y en a, comme toi, qui sont tentés à aller faire un peu plus. Moi, franchement, je serais tenté de rien faire du tout dans ta discipline. Donc toi, ton entourage te dit... mais 81 mètres, c'est ça que tu me disais sur, exactement. Sur 80 mètres. Sur ton objectif, c'est quoi ça? C'est un objectif que tu donnes à quelqu'un? Alors exactement, on peut pas faire plus profond que ce qu'on a annoncé pour des raisons de sécurité, parce que parfois on peut se sentir un peu pousser des ailes au fond. D'accord. Et puis arriver à 80 mètres et se dire en fait je peux aller à 90. Ouais. Et donc toi tu annonces 81. Voilà. Comme ça, quand Eddy Lafin est sur le tarmac, si j'ose dire, sur tout le service de sécurité, les gens qui sont au fond, il y a des plongeurs, j'imagine. Non, il n'y a personne. Non. Non. Il n'y a personne pour vous aider? Non. En cas de problème? Non. Ah ça c'est une nouvelle. Ouais. On a une longe
D'accord. qui va venir en butée aux 81 mètres. On ne pourra pas aller plus profond. Ah, Et s'il y a un problème, il largue un contrepoids qui est de l'autre côté. du bateau. Et ça nous remonte comme ça avec le poids qui, lui, va descendre de l'autre côté. Mais pas trop vite pour... Si, assez vite quand assez même. vite Mais quand c'est pas même. très dangereux. En apnée, on peut remonter assez vite. D'accord. Voilà. Donc il n'y a personne au fond, tu es tout Il n'y a seul. personne au fond. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher dans les 20-30 derniers mètres parce que 99% des accidents arrivent dans les 20 derniers mètres. À la remontée. À la remontée. Donc il y a quelqu'un qui descend à 20 mètres Quand- en Ah oui, apnée. donc il y a quand même quelqu'un. Voilà, soit en scooter, mais juste à 20 mètres. Il attend qu'on remonte et il remonte avec nous. S'il y a un problème, il nous récupère et il nous ramène à D'accord. la surface. Donc toi, tu annonces 81 mètres, tu as ta longe du coup qui fera 81 mètres, et quoi qu'il arrive, si tu vas au fond, Je peux pas aller plus profond. tu peux pas aller plus profond. Voilà. Et comment tu prouves que tu es allé à 81 mètres? Alors il y a ce qu'on appelle des tags, des petits morceaux de velcro, de scratch qui sont au fond accrochés avec des élastiques. Donc il y a une plaque avec plein de petits tags. Voilà, et toi tu Et on prends... arrive, on déchire le tag, on le prend et on remonte avec. Voilà, ça c'est ta preuve. La preuve, plus une montre qu'on nous prête, qu'on nous rajoute en plus et sur laquelle on peut vérifier la profondeur aussi. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est quand même c'est précis. Hein. Ouais, c'est Ah ouais. carré, ouais. On peut pas trop... Tu vois, tu pourrais pas truander, toi. On pourrait pas, Vincent. Donc ça, c'est ta première expérience en Voilà. compétition. Ouais, et puis Et ce jour-là, tu te lances alors. voilà, je me lance, je me dis, bah allez, on va voir ce que ça donne. Et donc, les annonces se font l'après-midi. Et on a le soir, on sait à quelle heure on passe avec les annonces de tous les autres athlètes. Parce Voilà. que c'est un bulletin secret, on ne sait pas combien les autres annoncent. Et ouais, sinon, si je sais combien l'autre va faire, je Oui, peux être d'accord. tenté de... Donc là, le soir, tu sais que... Parce que toi, tu as déjà dit ce que tu prévoyais. Tu sais Exactement. que Vincent, lui, il a dit 95 mètres. Et toi, 87. Moi, quand j'ai dit 87, ouais, mais c'est une connerie. Hein. Et toi, de toute façon, tu as dit 81. Voilà, Bon. donc là, on peut plus changer. Et alors, tu dis que cette année-là, tu as eu une espèce de coup de bol. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que déjà, je vois que je suis à la 4e annonce sur le papier. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui annoncent des profondeurs plus profondes que moi, que tous les autres sont derrière. Ah, Donc si jamais une des 3 personnes devant se rate, il n'y arrive pas. ou on n'y arrive pas, ou a un problème, On n'y va pas le matin, même. voilà, Enfin, voilà. je me retrouve sur le podium. Donc moi j'y vais un peu en observation, Ouais. et je me retrouve avec cette petite médaille qui me... Tu te dis, ouais, quand même, c'est jouable. Ouais, c'était sympa, donc ça rajoute un peu de piment. Et donc j'y vais toujours détendu en me disant que je suis là pour apprendre et que voilà, tout va bien. Et puis le matin, on arrive sur le premier bateau pour partir au port. Et là, il y a un des 3 athlètes qui ne vient pas, qui n'est pas là et qui appelle l'organisation en disant « J'ai fait une insomnie, je préfère pas plonger, c'est dangereux, etc. Je ne viendrai pas ce matin. » Donc toi, tu te dis, ouh. Donc je me dis « Bon, désolé pour lui parce que quand même, c'est pas cool. Ouais, » Et puis après, je me dis « Bon, maintenant, si je réussis ma plongée, je suis sur le podium. » Bah ça va. Donc c'était assez sympa. Et en fait, le premier qui passe, il remonte, et en remontant, il fait une petite syncope. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire le protocole de sortie. On doit bien montrer que tout va bien quand on sort avec le fameux signe I am OK, qu'il n'arrive pas à faire. Donc il se fait éliminer. Donc tu remontes, tu continues à monter là. Hein. Donc je continue à monter. Et là, le deuxième donc, qui passe, qui est un copain, je le vois sortir, tout le monde applaudit, etc. Il revient vers le bateau et il me regarde et il me dit « Si tu réussis ta plongée, t'es champion de France ». Et en fait, il n'avait pas réussi à descendre au fond, il a eu un problème d'oreille et il n'a pas réussi à aller chercher le tag, il est remonté, donc il a une grosse pénalité, donc il est rétrogradé en fait. Et donc à ce moment-là, je suis en train de me dire que si je réussis ma plongée, je suis champion de France. Pour un coup d'essai, ce Pour serait un coup de maître. Donc là, je dois quand même avouer que je me sens un petit peu vide, un petit peu tout blanc, tout vide. À l'intérieur. À l'intérieur, et je me dis, bon, j'avais pas vu les choses comme ça. Va falloir se détendre. Et... Ça te remet un coup de pression là. Ouais, là j'ai vraiment eu un coup de pression. Ouais. Et puis c'est à toi de descendre là, là tout de c'est à moi suite, d'y aller, dans la minute. Dans là, les il faut 10 minutes qui Ah, arrivent. 10 minutes là, ouais. Ouais, c'est à moi Ok. d'y aller. Donc je pense que c'est un des plus gros coups de pression de toute ma vie quand même. Et je vais dans l'eau et bon, j'adore en fait être dans l'eau. Dès que je suis dans l'eau, j'ai le stress qui part assez vite, chose que je n'avais pas au tennis de table. C'était beaucoup plus dur de gérer le stress au tennis de table qu'en apnée.
Et donc, ma plongée se passe super bien. Je réussis ma plongée, je remonte et je suis champion de France. Bah voilà. Et en fait, c'est ça qui a fait basculer, qui a tout fait basculer. J'adorais ça. Mhm. C'était un hobby, la chose que j'aimais le plus faire au monde à cette période. Mhm. Et là, je chope le titre de champion de France et je me suis dit, bon, ça, c'est un coup du destin. C'est un signe, là. Et si tu vas pas là, tu n'iras jamais. Bah oui, clairement. Donc, j'ai décidé de me mettre à mi-temps au club où je travaillais à Genève, au club de tennis de table, et d'aller chercher des sponsors et de tout faire pour faire plus que ça et aller le plus profond possible. Donc ça, c'est en 2017, c'est ça? C'était en 2018. 18. Donc j'ai commencé, en fait, c'était fin 2018. Donc j'ai commencé en 2019 à mettre ça en place, ouais. Et la récolte de sponsors, c'est une autre facette du métier de champion, Ouais. ou en tout cas de sportif de haut niveau. Ouais, c'est un sport où les sponsors se bousculent pas pour venir. Donc c'est le métier de commercial que j'avais fait. Je me suis dit qui servira jamais à rien, qui est revenu un petit peu. Le commercial, ça mène à tout. Ça revient tout le temps. À condition d'en sortir, bien sûr, mais ça mène à tout. On sent l'expérience. Oui. Donc, oui, maintenant, c'est une grosse partie de mon travail. Encore une fois, je suis accompagné, je suis entouré de personnes maintenant professionnelles. Ouais. Mais je décide de me lancer à fond, de faire un book, d'aller chercher des sponsors. Voilà. Et donc ça, c'est bon, ça te permet de vivre une saison complète et sans... Alors maintenant, on va dire presque. Presque. Ouais, mais pas encore. Non. Je donne encore c'est pour ça que je donne encore ces cours de tennis de table à côté, des cours d'apnée. Aussi parce que j'aime ça. Et puis que c'est bien d'avoir un petit équilibre quand même. Mais oui, j'ai pas encore clôturé la saison avec mes sponsors. Et donc là, cette année en 2023, tu as des objectifs qui sont importants, d'après ce que j'ai entendu dire, mais tu vas nous expliquer ça. Ouais, cette année, j'aimerais bien retourner sur le podium des championnats du monde. L'année dernière, j'ai réussi à faire la 3e place et j'aimerais bien réitérer. L'année dernière, j'avais fait une annonce qui était très conservatrice, un petit peu comme sur les championnats de France. Les championnats... C'est ta méthode. alors oui et non, mais ça paye à chaque fois. Donc je pense que c'est la méthode à adopter quand même. La prudence. Et surtout qu'en fait, l'année d'avant, j'ai eu un petit problème d'oreille pendant un entraînement. C'était une petite blessure. Ouais, une petite blessure, mais vraiment bénigne, mais qui m'a empêché de faire les championnats du monde. Oui, parce que le moindre petit truc bénin à l'oreille, à l'intérieur, hein, j'imagine, ça peut être en bas extrêmement... Où l'oreille ne peut plus se compenser, parce qu'on compense ses oreilles, et du coup, ça ne marchait plus. Donc, voilà, je n'ai pas pu faire. Donc, je suis arrivé sur les championnats du monde de l'année dernière avec une énorme pression, parce que j'avais quand même les sponsors qui étaient derrière, toute ma famille, puis tous les sacrifices que je fais au quotidien. Ouais. Au quotidien pour arriver à ces championnats du monde. Et le jour de faire, j'ai pas pu faire. Donc les championnats du monde d'après, j'avais quand même, on va dire, double pression de faire quelque chose. Et grâce à Christian, j'ai 2 coachs en fait. Les 2 s'appellent Christian. Christian Estrosi. Parce qu'on parlait de Nice, donc je sais pas. Pas encore. Peut-être que je devrais aller le voir pour les sponsors. Ah oui, quand même. Ça, et puis Renault pour le Kangoo aussi. Pas mal. Je sens que je vais te demander des conseils. Oui. Bon, nous, on sait bien donner des conseils. Okay. Enfin, on les vend en fait en général, mais on en parle après. Ok. Ça marche. Donc tes 2 coachs s'appellent Christian. Donc c'est Christian et Christian. Et puis il y en a un qui s'occupe vraiment de gérer toute ma saison, qui est derrière moi tout le temps. Et il y en a un qui est là pour encadrer l'équipe de France. D'accord. Et du coup, là, j'étais avec lui. Et donc, après avoir bien discuté avec les 2 coachs, je décide de faire une annonce qui est très conservatrice et de faire donc 102 mètres. Oui, parce qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler, mais il y a la fameuse barrière psychologique des 100 mètres. Et évidemment, là, tu viens de spoiler le truc, mais cette barrière, tu l'as franchie au cours de ta carrière, puisque tu annonces 102 mètres ce jour. Voilà, ouais. Et en fait, à l'entraînement, je me sentais très très bien et j'avais déjà fait 103, je crois. J'avais fait 103 mètres et je sors très très bien. Bon.
même un peu trop bien, en me disant, voilà, le coach me dit, peut-être c'était une plongée très très facile, mais on se gaffe quand même, on enlève 1 mètre, on fait 102. Moi, j'étais un petit peu frustré parce que je savais qu'en faisant un peu plus, j'aurais pu aller chercher une place sûre et peut-être même une 2e place. Mais j'ai choisi la prudence et j'ai bien fait puisque ça a payé. Et donc, tout ça pour dire que voilà, là, je sens que je peux aller faire un peu plus. Non, mais cette année-là, tu dis que ça a payé, mais donne-nous le résultat. Et ben, c'est là où je fais 3e. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est là où je fais 3e. On le rappelle. 3e, donc championnat du monde. 3e au championnat du pas monde. Mal. Et donc pour 2023, tu as un objectif plus... Voilà, j'aimerais bien faire 110 mètres. Ça fait un gros gap, mais je pense que l'année dernière, j'avais déjà plus ou moins 105, 106, 107. Donc ça ferait quelques mètres en plus. Donc tu descends grosso modo avec 2 kilos de plus sur toi, en combi, des palmes. Enfin, c'est une monopalme. Voilà, moi je fais un monopalme. Mode sirène. Donc les sirènes existent. Les fameuses sirènes. Les sirènes existent, c'est bien ça. Donc, alors ça doit être dur à bouger quand même. Hein. C'est un peu plus physique. Ouais. Ça engage un peu plus le haut du corps aussi. Ouais. Mais ça répartit la fatigue sur tout le corps. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas que les cuisses qui travaillent, on a un peu plus tout le corps qui est corps, engagé. C'est vraiment un mouvement d'ondulation. Exactement. Comme les sirènes. Exactement. En gros, qui existe, hein, on le sait maintenant. Bien sûr. Compris. On avait dit qu'on le dirait pas. Qu'on le dirait pas. Oui. Pour ne pas envoyer trop de monde en bas. Donc ta combinaison lestée, ta monopalme. Tu descends donc aujourd'hui à plus de 100 mètres. Enfin, voilà, ouais. Quelle progression. Ouais. Mais d'un côté, oui, mais d'un autre côté, je pense que vu l'énergie que je mets dans l'entraînement, et je pense que c'est aussi... C'est juste le résultat de tout ça, quoi. Exactement. C'est le fruit du travail. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, savoir si j'étais plus ou moins doué pour ça, je pense que j'étais pas doué, mais j'ai surtout beaucoup bossé. Ouais. Donc finalement... Ouais, je suis hyper content. Oui, content du résultat, mais je sais que voilà, je me donne les moyens. Est-ce que tu as encore globalement, alors on ne veut pas donner d'infos particulières à tes concurrents, mais est-ce que toi tu sens que tu as une marge de progression importante encore? Je vais dire n'importe quoi, je suis très optimiste, tu le sais maintenant. 130 mètres, 140 mètres, c'est possible ça? Ou pas du tout? Je pense que là, mon seul frein, c'est en fait le temps que j'ai, l'énergie que j'ai à consacrer à mes entraînements. D'accord. Là, cette année, j'ai essayé d'encore passer un cap supérieur en termes de sponsoring pour vraiment me faire une super saison et boucler ça. Et là, je passe beaucoup trop de temps sur ce sujet à aller chercher des sponsors, à essayer de faire de la com, à tout ça. Ça me prend énormément d'énergie au détriment de mes entraînements. Donc je pense que mon seul frein, pour répondre à ta question, je sais que si jamais j'arrive à un petit peu balayer tout ça et à m'entraîner uniquement, à m'entraîner à fond et surtout à me reposer, parce que le repos, ça fait partie de la progression. Bien surtout, manger, bien dormir, c'est bien connu. Exactement, quand on s'entraîne beaucoup. Mais je sais que si j'arrive à m'entraîner beaucoup et à avoir du repos et à faire ça comme il faut, je pense que 120 mètres, c'est faisable. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'avec 1 ou 2 années de plus, je pense que 130 mètres, je pense que c'est faisable aussi. Ouais. Donc ce serait pas idiot de dire 130 mètres à terme, tu peux y aller. Ouais, c'est mon objectif. Ouais. Ah, voilà. Révèle un objectif, mon cher Eddy. Mais mon premier objectif, c'est quand même de mettre des choses en place pour m'entraîner comme il faut. Donc ça veut dire confier la recherche de sponsors à quelqu'un d'autre, ça veut dire confier tout ou partie de ta communication à quelqu'un d'autre, pour que tu n'aies plus qu'à te concentrer que sur ce qui te fait vibrer finalement le sport. Exactement. Ton sport. C'est ça. Et donc ça, c'est aussi un travail, quoi, de pouvoir t'organiser une petite équipe. C'est un très gros travail. Bah oui, c'est un sacré boulot, quoi. Ouais. C'est un boulot de management là. Exactement. Et puis on le rappelle, c'est un sport qui est formidable, puisque tu viens de nous l'expliquer. Et là, nous, on a carrément envie de plonger, tu vois, même si on n'aime pas l'eau. Même s'il n'y a pas de sirène. Je sais plus, il y en a plus, il y en a ou il y en a pas des sirènes. Mais voilà, globalement, tout ce qui est chronophage, il faudrait que tu puisses le refiler à quelqu'un, quoi. Et ça, c'est dur, parce que ça reste un sport amateur.
Alors ça se professionnalise de plus en plus. Ah, Et je pense que je fais un peu partie de la génération Charnière, charnière, ouais. exactement. Il y en a quelques-uns qui ont très bien réussi là-dessus, les meilleurs, hein, c'est comme dans tous les sports. Et puis voilà, je pense que t'es à la croisée des chemins. ouais, Quoi. je pense que la prochaine génération sera très professionnelle. Il y aura beaucoup plus de sponsors. Ils auront une équipe qui sera encore plus. Parce qu'en termes d'image, c'est un sport qui est chouette quand même, qui est proche de la nature, qui est sans pollution a priori, qui est plutôt dans l'air du temps. Donc, Exactement. oui, exactement, oui. Enfin, je sais pas, c'est l'idée que je m'en fais. Et alors là, tu réponds ou tu réponds pas, parce que ça, c'est à toi de voir. Ça représente quoi ton budget pour une saison? De combien tu as besoin, toi, pour faire une saison confortable et pas être... C'est environ 100 000 euros. Ah, tout de même. Ouais. Ouais, donc ça fait... Voilà, 100 000 euros, je mets pas d'argent de côté. Non. Mais je peux payer mon logement, je peux m'occuper de ma famille, je peux faire tous mes entraînements, payer tous mes coachs, Faire tous tes voyages, parce que faire tous mes voyages, payer toutes les compétitions. Et là, je peux vraiment me faire... Et ne pas dormir dans une kangou. Exactement. Exactement. Donc autour de 100 000 euros, tu as un budget qui tient la route, quoi. Ouais. Bon, ben, on va te souhaiter le meilleur, Eddy. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, tu as déjà les dates des prochaines échéances ou pas encore? Oui, les championnats de France sont le premier week-end de juillet. Ah, donc à Nice. À Nice, hein, Exactement. dans la baie de Villefranche. Et ensuite, les prochains championnats du monde, j'ai plus les dates exactes, mais il me semble que c'est fin août. Il y en a un fin août et un fin septembre, je crois, à peu près. À Cuba, à nouveau Cuba, c'est fin août. Fin août, voilà. Et en Grèce, hein, c'est ça. Tu parlais de la Grèce. Chypre. J'étais pas loin. Hein. T'étais pas loin. Non, mais c'est bien, faut être précis, t'as raison. Et Chypre, donc, courant de l'été aussi, alors. Voilà, vers septembre. Je crois que c'est fin septembre. Ah oui, donc quasi à l'automne, finalement. Enfin, vraiment fin d'été. Ouais. Le temps de bien s'entraîner tout du long. Bon, on va te souhaiter en tout cas un bon courage. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Eh ben, j'espère. Merci, Michel.